Attention populaire, militaire et policière. « 20 jours consécutifs d'annonces, de menaces, de guerre psychologique après 20 jours de siège contre la nation vénézuélienne. Aujourd'hui, nous sommes plus forts qu'hier. Aujourd'hui, nous sommes mieux préparés à défendre la paix, la souveraineté et l'intégrité territoriale qu'hier. Attention, président Gustavo Petro, avez-vous donné un ordre aujourd'hui de renforcer avec 25 000 hommes une nouvelle force dans toute la zone du Catatumbo. Colombien? Ainsi, la coordination de la zone binationale numéro 1 progresse. Pour le bien de la souveraineté, de la paix et de l'avenir prospère de notre peuple frontalier. Nous surveillons, protégeons et préservons notre terre, nous, Vénézuéliens et Colombiens, unis pour la paix, la prospérité et la souveraineté. Je l'ai dit, j'ai donné l'ordre au ministre Padrino de rappeler et de discuter avec le ministre Sanchez, ministre de la Défense de la Colombie. Et que les coordinations continuent afin que la zone binationale numéro 1 qui englobe du côté vénézuélien El Táchira soit maintenue. Vous voyez Nicolás Maduro remercier quelqu'un, mais ce remerciement a laissé beaucoup de personnes confuses et surprises. Maduro était là, remerciant seulement. Qui est le président? Gustavo Petro a donné aujourd'hui l'ordre de renforcer toute la zone du Catatumbo avec 25 000 hommes supplémentaires. Le dictateur Nicolás Maduro a remercié le président de la Colombie, Gustavo Petro, d'avoir renforcé la sécurité à la frontière entre les deux pays. Cela intervient alors que des navires militaires américains s'approchent de la région. Même Maduro remercie le président de la Colombie, Gustavo Petro. Le même Petro qui, il y a quelques mois à peine, affirmait que les élections vénézuéliennes étaient truquées. Le même Petro qui refusait de reconnaître le résultat. Maintenant, les deux sont du même côté. Ce dernier jour, 25 000 soldats colombiens ont marché vers la frontière vénézuélienne. Ce renforcement de la sécurité régionale a lieu au même moment où les navires de guerre américains s'approchent des côtes vénézuéliennes. Mais pourquoi ce changement radical s'est-il produit précisément maintenant? Pourquoi Petro a-t-il abandonné l'opposition à Maduro? Et quel est le lien avec les navires de guerre américains qui naviguent dans les eaux des Caraïbes en ces moments même? Pour comprendre cette alliance improbable, il faut examiner ce qui se passait dans la tête de Gustavo Petro au moment de sa décision. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas devenu l'ami de Maduro du jour au lendemain. Il y a une question bien plus importante en jeu. La Colombie a déjà accueilli près de 3 millions de réfugiés vénézuéliens au cours des dernières décennies. Il s'agit du plus grand contingent de réfugiés vénézuéliens au monde. Petro sait très bien que si les États-Unis exercent une pression militaire qui déstabilise encore plus le Venezuela, il pourrait en recevoir davantage. Des centaines de milliers de personnes franchissent la frontière, et le pays n'a pas les infrastructures pour en accueillir autant. Sachant cela, Petro a dû faire un choix. Il vaut mieux soutenir Maduro maintenant et essayer d'éviter un conflit que de devoir gérer une nouvelle vague gigantesque de réfugiés plus tard. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a envoyé 25 000 soldats à la frontière, pour montrer qu'il ne restera pas les bras croisés si la situation s'aggrave. Mais ce qui est vraiment en jeu ici va bien au-delà d'une simple question de réfugiés. C'est parce que les États-Unis ne prévoient pas une invasion traditionnelle du Venezuela. Donald Trump et son équipe appliquent mon CE que les spécialistes appellent la diplomatie coercitive. En d'autres termes, il s'agit d'une stratégie qui utilise la menace de la force militaire pour forcer un changement politique interne. Et pour atteindre cet objectif, Trump n'a pas économisé SES efforts. Il a envoyé 7 navires de guerre et 4500 soldats dans les eaux près du Venezuela. Officiellement,
Ils disent que c'est pour combattre les cartels de la drogue latino-américains. Et CE prétexte de lutte contre la drogue n'est pas une coïncidence. Elle sert à donner une base légale à l'opération. Et elle résonne avec une préoccupation réelle du public américain, qui c'est la crise des opioïdes. Mais la composition de cette flotte militaire raconte une histoire différente. Nous avons examiné les équipements envoyés, et il est évident que CE n'est pas une simple opération antidrogue. Et voici le point clé qui explique pourquoi les troupes colombiennes et vénézuéliennes se concentrent précisément dans cette région spécifique. Tout tourne autour de Maracaibo, une ville de l'ouest du Venezuela. Ce n'est pas une ville ordinaire, c'est le cœur de l'industrie pétrolière vénézuélienne. Et ici, nous avons l'une des plus grandes ironies de notre époque. Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole mondiales, dépassant l'Arabie Saoudite, mais ne parvient pas à approvisionner SES stations-service en essence. Mais en parlant de la stratégie américaine, elle est bien plus intelligente qu'elle n'y paraît à première vue. C'est parce qu'ils n'ont pas besoin de patrouiller toute la vaste côte vénézuélienne. Il suffit de contrôler cette petite zone de Maracaibo, ce goulet d'étranglement par lequel passent les pétroliers, qui transportent la principale source de revenus du gouvernement Maduro. C'est comme serrer une artère principale. Si vous coupez le flux d'argent provenant du pétrole, le régime ne peut pas se maintenir. Les terminaux pétroliers de Maracaibo sont littéralement la bouée de sauvetage du régime. Des décennies de mauvaise gestion, de corruption et de sanctions internationales ont réduit la complexe économie vénézuélienne à une seule source fragile de revenus. C'est pourquoi la mobilisation militaire vénézuélienne et colombienne s'est précisément concentrée dans cette région. Ils ont correctement anticipé que toute action militaire américaine se concentrerait sur ce point, plus vulnérable à la pression exercée par les Américains. C'est bien plus qu'une présence navale. Les États-Unis ont doublé la récompense à 50 millions de dollars pour toute information menant à la capture de Maduro, l'accusant de diriger un réseau qui fait passer de la drogue sur le territoire américain. En plus de cela, ils ont confisqué plus de 700 millions de dollars de biens appartenant à Maduro, y compris des articles de luxe, des avions privés et des villas. Plus d'informations. Selon le journaliste d'investigation péruvien Jaime Bailey et la chaîne NTN 24 face à l'étau de Trump, Nicolás Maduro envisagerait de fuir au Nicaragua, où le gouvernement de l'allié Daniel Ortega offrirait un refuge à lui, à sa femme et à SES Enfants en cas d'effondrement politique. Et il existe plusieurs indices qui pointent vers cette possibilité. L'avion présidentiel vénézuélien a effectué plusieurs vols suspects vers le Nicaragua CES dernière semaine. Ce mouvement a été confirmé par les données de Flight Radar, qui a détecté des vols d'un Airbus A340 de la compagnie d'État Conviasa, utilisé régulièrement par des hauts fonctionnaires vénézuéliens. Bien que Maduro et sa famille n'étaient pas à bord de CES vol, des journalistes affirment que l'avion était chargé d'argent et de lingots d'or. Ce transfert de ressources vers le Nicaragua suggère que Maduro se prépare à un scénario possible dans lequel Trump ordonnerait à SES forces militaires d'entrer au Venezuela pour le capturer, en tant que chef de CE qu'ils appellent le cartel des soleils. Le Nicaragua, sous la dictature de Daniel Ortega, reste considéré comme le principal refuge du régime chaviste en cas d'intervention américaine. D'autre part, les aéroports de Curaçao et d'Aruba n'autorisent plus les vols directs vers le Venezuela. Ils sont considérés comme des points de départ potentiels pour des opérations américaines. Trinité et Tobago a également indiqué qu'elle collaborerait avec une éventuelle action militaire des États-Unis. Cela montre comment la pression se resserre autour du Venezuela. Pendant que cela se passe, le Brésil est également entré en jeu d'une manière très intéressante. Lula a annoncé une opération militaire appelée Atlas, mobilisant des troupes de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air vers les États frontaliers avec le Venezuela, en particulier le Roraima, à seulement 30 km de la frontière.
Le gouvernement déclare officiellement préparer la conférence des parties 30, la conférence sur le climat prévue en Amazonie. Malgré cette opération, certains disent déjà que le Brésil envoie aussi un message au Venezuela. C'est une façon de montrer clairement que le Brésil est prêt à agir si ses intérêts de sécurité nationale sont menacés. Maintenant, en parlant de sécurité nationale, que se passerait-il réellement s'il y avait un affrontement direct entre le Venezuela et les États-Unis ? Dans ces scénarios, le Venezuela et SES alliés régionaux n'ont tout simplement pas la capacité d'affronter les États-Unis dans une guerre conventionnelle. La différence est écrasante. Les Américains disposent d'un croiseur lance-missiles équipé du système Aegis, capable de suivre et d'engager des centaines de cibles simultanément pour les neutraliser. Des sous-marins nucléaires d'attaque, plus de 4000 soldats hautement entraînés à bord. Le Venezuela dispose de quelques chasseurs Su-30 russes, vieillissants, et de vieux chars visibles sur les images. Et une marine qui est essentiellement une force de défense côtière. La Colombie dispose d'une force terrestre expérimentée en raison de décennies de conflits internes, mais elle ne possède pas l'équipement nécessaire pour affronter une superpuissance navale. Mais alors, pourquoi Maduro n'abandonne-t-il pas tout simplement ? Beaucoup pensent qu'il mise sur une stratégie que les militaires appellent la stratégie du hérisson. L'idée n'est pas de gagner une guerre, mais de rendre toute attaque si coûteuse politiquement que l'adversaire abandonne. C'est d'augmenter le prix de l'escalade jusqu'à CE, que cela n'en vaille plus la peine. Le Venezuela possède quelques systèmes de défense aérienne SC-300 VM de fabrication russe, capables d'engager des avions et des missiles de croisière à longue distance. CE sont de nombreux systèmes, capables de créer des zones d'exclusion aérienne et d'abattre potentiellement des avions américains. Et si un avion militaire américain est abattu, avec des pilotes tués ou capturés, la situation politique aux États-Unis devient beaucoup plus compliquée. Ce calcul du risque politique n'est pas nouveau dans la stratégie américaine. En fait, cette même logique a déjà été testée auparavant dans des situations similaires. En 1962, elle a appliqué exactement la même tactique contre Cuba lors de la crise des missiles. Il a encerclé l'île avec des navires de guerre, mais il a appelé l'opération Quarantaine, et non blocus, parce que le blocus est considéré comme un acte de guerre selon le droit international. Les justifications suivent également un schéma connu. Les États-Unis ont envahi le Panama en 1989 et ont utilisé la lutte contre le trafic de drogue comme l'une des principales justifications, puisque le général Manuel Noriega avait été inculpé pour trafic de drogue. Et ici, nous arrivons au point le plus important de cette histoire. Cette crise reflète aussi une compétition plus large entre superpuissances. C'est parce que la Chine et la Russie ont toutes les deux des intérêts importants au Venezuela. Ce sont des intérêts qui vont bien au-delà de l'idéologie. La Chine est le plus grand créancier du Venezuela, avec des investissements et des prêts qui totalisent environ 67 milliards de dollars depuis 2007. Si Maduro tombe et qu'un gouvernement pro-américain prend le pouvoir, tout cet argent pourrait partir en fumée. Le Venezuela est une source importante de pétrole et un marché pour SES exportation. Plus important encore, c'est un moyen d'influencer l'hémisphère occidental américain. La Russie a fourni des équipements militaires avancés au Venezuela, y compris les chasseurs Su-30 et les systèmes de défense S-300. Pour la Russie, maintenir Maduro au pouvoir est une façon de déranger les États-Unis. Loin de chez eux, ils créent des distractions qui détournent les ressources et l'attention américaine d'autres théâtres, comme l'Europe de l'Est. Derrière toute cette dispute entre pays, il y a une tragédie humaine impressionnante. Depuis 2014, plus de 7,7 millions de Vénézuéliens ont dû quitter leur pays. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ces phénomènes, c'est comme si un Vénézuélien sur 5 était parti. Des millions de personnes fuient un pays. Cela cesse d'être un problème uniquement pour ces pays. Cela devient un problème pour toute la région.
La Colombie a dû absorber près de 3 millions de Vénézuéliens. Et cela Maduro a surchargé les hôpitaux, les écoles, a augmenté la concurrence pour les emplois, et a également apporté des problèmes de sécurité. Voilà pourquoi la Colombie a un intérêt direct à résoudre la crise vénézuélienne. Mais pourquoi tant de Vénézuéliens ont-ils fui ? Le pays a simplement fait faillite. Entre 2014 et 2019, l'économie vénézuélienne s'est contractée de 75%. C'est comme si le pays avait perdu les 3/4 de toute sa richesse. L'inflation a tellement augmenté que l'argent ne valait plus rien. Un billet suffisant pour acheter de la nourriture le matin ne valait plus un chewing-gum l'après-midi. La violence a explosé, avec des gangs contrôlant des quartiers entiers. Le résultat a été dévastateur. 85% des personnes sont tombées dans la pauvreté. Et dans ce contexte, on peut voir que l'envoi de troupes colombiennes à la frontière vénézuélienne va bien au-delà de l'idéologie. C'est une réponse directe à la réalité concrète que la Colombie affronte chaque jour. Petro peut même être en désaccord politique avec Maduro, mais il ne peut pas ignorer que tout effondrement majeur au Venezuela aura des répercussions directes sur son territoire. Maintenant, je veux connaître votre avis. Selon vous, quel pays sera le plus impacté si cette crise s'aggrave ? La Colombie, qui a déjà accueilli des millions de réfugiés, ou le Brésil, qui partage la plus grande frontière avec la Colombie et le Venezuela ? Laisse ta réponse dans les commentaires. Ce contenu vous a-t-il aidé à comprendre cette situation ? Abonne-toi à la chaîne et partage avec tes amis. À la prochaine vidéo. Attention, attention, plus de pouvoir à ton peuple.